Bonjour, dans cette séance, nous allons essayer d'aborder le droit de la propriété appliqué aux immeubles. Alors, le droit de la propriété sur un bien meuble ou immeuble, vous le savez, permet à son titulaire de disposer de manière exclusive et en principe absolu de ce bien. Alors, appliqué au foncier, il est évident que ce droit, sans être absolu, demeure tout de même un droit fondamental, garanti par les lois du royaume. Il confère au propriétaire le droit de jouir de l'immeuble, de l'utiliser, de l'exploiter et d'en disposer sans restriction autre que celle prévue par les lois et les règlements. Celles résultant des principes généraux de droit et celles convenues éventuellement dans les clauses du contrat d'acquisition. Au terme de la loi 3908, le propriétaire jouit d'une nouvelle prérogative. Le trésor découvert dans un immeuble ou dans son tréfonds lui appartient, à condition bien sûr de délivrer le 1/5 à l'État. Ce qui pose en principe des questions relatives à la preuve. Auparavant, tout trésor qui était trouvé dans une propriété privée était totalement remis à l'autorité publique sans que ce soit versé pour le propriétaire aucune somme d'argent. Le droit de propriété est individuel lorsqu'il est détenu par une seule personne. Il est dit indivis lorsqu'il appartient à plusieurs personnes sur un même bien. L'indivision, état d'un droit réparti entre plusieurs personnes, peut s'appliquer à la totalité d'un immeuble ou bien au mur mitoyen qui sépare deux immeubles voisins appartenant à des propriétaires différents. L'indivision est une exception à la propriété privée appartenant à une seule personne. C'est donc une sorte de propriété collective. Donc, à côté de la propriété individuelle, la propriété collective constitue un mode exceptionnel d'appropriation des biens. Et c'est dans ce sens qu'il existe deux formes de propriété collective, que sont l'indivision et la copropriété. L'indivision est un régime de propriété collective qui peut porter sur une chose ou un droit, et dont l'origine peut être légale, c'est le cas de l'héritage, ou volontaire, c'est le cas du contrat. Il est intéressant de distinguer le droit de propriété dans l'indivision entre plusieurs titulaires sur un même immeuble du droit de propriété dans l'immeuble bâti divisé par étage, appartement ou lot appartenant à deux ou plusieurs personnes. Les deux situations sont totalement différentes. En effet, dans l'immeuble en copropriété, le droit du propriétaire du lot est composé d'une part divise et d'une fraction indivise, le tout soumis non pas au droit commun, mais au régime spécial de la copropriété. Régime qu'on peut trouver dans la loi 18.00 qui est entrée en vigueur le 7 novembre 2003 et qui avait abrogé et remplacé le Daïr du 16 novembre 1946 réglementant le statut de la copropriété des immeubles bâtis divisés par appartement, étage ou lot. Chaque indivisaire a des droits indivis dans le bien. Ces droits ne portent pas sur une fraction spécifique, mais sur une fraction non individualisée, appelée quote-part. Le législateur marocain considère l'indivision en général, c'est-à-dire la répartition d'un même droit entre plusieurs titulaires sur un même immeuble, il la rapproche de l'indivision appliquée aux murs mitoyens et à la voie privée. Quel que soit le nombre des propriétaires sur un même immeuble, leur droit est fondamentalement
identiques, exception faite de la quote-part de chacun et des conditions particulières de jouissance et de disposition des parts indivises. Ainsi, l'indivision en soi ne constitue pas un droit réel. C'est un simple état de fait décrivant la répartition du droit réel entre plusieurs titulaires sur un même bien. Elle peut porter sur le droit de propriété, le droit de jouissance, l'amphithéose, l'usufruit, etc. Le Code des droits réels n'innove pas vraiment en matière d'indivision. Il ne fait que reconduire les principes cités déjà il y a très longtemps au DOC, d'ailleurs formant Code des obligations et contrats. Admet que l'indivision n'est pas une fatalité et qu'il est toujours possible d'en sortir. لا يلزم أحد على البقاء في الشياع. Et la loi rappelle ainsi que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision et que toute clause contraire est sans effet, article 27 de la loi 3908. La sortie de l'indivision est réalisée par voie de partage à l'amiable ou par voie de partage judiciaire, sinon par vente forcée de l'immeuble et répartition du prix entre les titulaires du droit. Passons maintenant au mur mitoyen. En effet, les séparations entre propriétés riveraines, matérialisées ou non sur les lieux, sont souvent source de conflits entre les voisins, et particulièrement lorsque les immeubles ne sont pas immatriculés. Alors, la loi 3908 considère le mur mitoyen séparant deux propriétés limitrophes appartenant à deux propriétaires différents comme étant indivis entre les propriétaires des dits immeubles, sauf preuve contraire écrite. Aussi, l'usage, l'entretien, la répartition, la surélévation ou la destruction du mur mitoyen ne peuvent-ils être le fait d'un seul. À défaut de solution amiable, les parties, amiable des parties, tout litige est du ressort et du juge. Passons maintenant aux voies ou à la voie privée indivise. Les voies publiques tracées, goudronnées et classées n'existent pas partout. Dans les localités non aménagées, les particuliers finissent par se frayer des chemins à travers les terres d'autrui pour se rendre à leur domicile, aux champs, au marché, etc. Ces voies à l'usage des quelques-uns seulement ou à l'usage de tous sont dites indivises dans le premier cas et publiques dans le second. Créées par l'usage et l'entente, elles ne sont pas anodines et doivent être prises en considération. Ainsi, le géomètre chargé du bornage des propriétés en cours d'immatriculation foncière est tenu de reporter le tracé de la voie privée ou de la piste publique sur le plan qu'il établit. L'aménageur ou le lotisseur d'un terrain dont le plan reproduit le tracé de voie doit aussi en tenir compte dans son projet, ses plans et ses réalisations. Il ne peut ainsi sciemment les ignorer, sauf main levée de l'autorité compétente. Passons maintenant aux servitudes foncières. La servitude foncière est une contrainte qui s'impose au propriétaire d'un bien, le fonds servant, au profit du propriétaire d'un autre bien, le fonds dominant. Il peut s'agir par exemple d'un droit de passage ou d'une servitude de vue. Et les servitudes sont des droits réels immobiliers et elles sont attachées aux biens et non aux personnes. Dans cette mesure, une servitude se transmet de propriétaire en propriétaire et est inscrite dans l'acte de vente ou donation du bien. La charge foncière grève un immeuble au profit du tierce ou au profit d'un autre immeuble. La servitude produit un effet double. D'un côté, c'est un droit réel au bénéfice de l'immeuble qui en profite. De l'autre, c'est une charge foncière grevant l'immeuble qui doit la supporter. Alors, le Dahir de juin 1915 définit quant à lui la servitude dans son article 108 comme étant une charge imposée sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire.
On voit là clairement l'influence du droit du protectorat. Elle est dite servitude passive pour le premier et servitude active pour le second. Passons maintenant aux différents types de servitudes. Alors, en raison de la cause qui leur donne naissance, les servitudes foncières s'avèrent de nature différente, selon les cas. Alors, selon les cas, elles sont soumises aux principes généraux du droit ou aux dispositions de la loi ou aux conventions ou éventuellement aux décisions judiciaires. Le Code des droits réels de 2011 fait état des servitudes naturelles, des servitudes légales, des servitudes administratives, servitudes conventionnelles et des servitudes forcées. Concernant les servitudes naturelles, comme leur nom l'indique, elles dérivent de la situation naturelle des lieux et résultent de l'emplacement et de la configuration des terrains. C'est le cas, par exemple, de l'écoulement des eaux de pluie qui suivent leur cours normal. Les servitudes légales, quant à elles, sont prévues par un texte de loi. Ces servitudes s'imposent à tous. À titre d'exemple, les servitudes de protection rapprochée sur les propriétés privées avoisinant les voies d'eau en vue d'assurer la protection des dites voies. Concernant les servitudes administratives, la Constitution marocaine de 2011, elle inclut dans son article 22 l'établissement de servitudes administratives sur les biens immobiliers appartenant aux particuliers, lorsque l'intérêt public ou les exigences du développement économique et social le rendent nécessaire. Ces servitudes sont à rapprocher des servitudes légales en ce qu'elles facilitent les interventions de l'administration en autorisant l'utilisation de propriétés privées. Quant aux servitudes conventionnelles, elles sont plus fréquentes. Pourquoi? Parce qu'elles résultent d'accords entre propriétaires de fonds riverains et frappent généralement les biens de statut melk. Le cas le plus connu est la servitude de passage desservant des propriétés enclavées. En effet, l'accord des intéressés sur le tracé de la voie et l'indemnité compensatrice doit dorénavant être concrétisé par acte authentique. Passons maintenant aux servitudes forcées. Alors, lorsque les titulaires d'immeubles enclavés n'obtiennent pas l'accord de leurs voisins pour trouver un passage ou un accès à la voie publique, ils peuvent se référer au juge, parce qu'il est seul habilité à ordonner une servitude de passage au profit des propriétés enclavées, contre, bien sûr, des dommagements. Le bénéficiaire de la servitude est appelé à en user sans porter atteinte à l'immeuble servant ni aux droits des tiers. Et le titulaire de l'immeuble servant ne peut en aucun cas nuire aux bénéficiaires de la servitude. Passons maintenant aux servitudes traditionnelles. Le législateur marocain a jugé utile de reprendre dans le corps de la loi 3908 les servitudes traditionnelles, issues de pratiques ancestrales encore vivaces dans certaines contrées. Il s'agit notamment de droit à l'eau pour soi, son bétail et sa terre. Ce qu'on peut trouver dans la loi sur l'eau sous le nom de Haqq al-Shirb wa al-Shafa. Du passage de l'eau sur les terres d'autrui, de l'écoulement naturel des eaux, du droit de passage des personnes et du cheptel, des vues sur les propriétés voisines. Alors, vous le savez, l'eau est une denrée précieuse. Mais hélas, elle est inégalement répartie sur la surface de la terre. Et le Coran s'y réfère à maintes reprises. Alors, le Code de droit réel confirme le droit de chacun à une part d'eau, à la fois pour usage agricole et pour usage domestique. Au Maroc, le fait l'objet de réglementations non écrites très anciennes, du droit coutumier de l'eau. Mais la coutume recule en faveur du droit positif. Plusieurs textes ont été promulgués dans le but de réglementer la gestion de l'eau. Alors, on peut citer le Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public, le Dahir du 11 août 1925 sur le régime des eaux, de la loi 1095 sur l'eau
et de la loi 3908 formant code des droits réels. Tous ces textes sur l'eau n'ont pas empêché les habitants de conserver leurs coutumes, ce qui crée parfois des situations où la loi est en confrontation avec la coutume. Sans oublier les problèmes que peut poser tout ce qui est relatif à la reconnaissance de droits acquis sur l'eau. Passons maintenant au passage de l'eau sur les terres d'autrui. Vous savez, faire venir l'eau d'une source ou d'un ruisseau pour irriguer une parcelle de terrain, en la faisant passer à travers les propriétés d'autrui, est une réalité quotidienne dans les campagnes marocaines. Alors, là, il y a le rôle de la Jama'a, Assemblée des Anciens, pour réglementer et gérer les conflits relatifs aux différends qui peuvent naître de ce passage de l'eau sur les terres d'autrui. Passons maintenant au droit de passage des personnes et du cheptel. Vous savez, le propriétaire d'un immeuble enclavé peut obtenir un droit de passage à travers la propriété du voisin, au début par un accord amiable, avec son contrepartie. Mais à défaut, le droit de passage est ordonné par une décision judiciaire qui fixe en même temps la contrepartie à verser. Alors, passons maintenant aux vues sur les propriétés voisines. Avoir une vue sur la propriété voisine ne semble pas constituer une servitude. La question est plus une mise en garde des propriétaires d'immeubles afin qu'ils respectent l'intimité de leurs voisins. Et le Code de droit réel interdit, dans les articles de 66 à 68, à l'un des propriétaires, sans le consentement de l'autre, de pratiquer sur le mur mitoyen une fenêtre ou toute autre ouverture donnant vue sur le voisin. Reste la question sur la fin des servitudes, comment elles prennent fin. Alors les servitudes établies avec ou sans l'accord du propriétaire du fonds dominé, quel qu'en soit le motif, ne sont pas éternelles, elles cessent d'exister. Alors, elles cessent d'exister par l'arrivée du terme convenu, par accord amiable des parties, par décision judiciaire, par désistement du bénéficiaire, le bénéficiaire qui décide de ne plus utiliser les servitudes, par appropriation du fonds servant et du fonds servi par la même personne à l'amiable ou par voie d'expropriation, par la création de voies d'accès de telle sorte que la servitude ne soit plus nécessaire, par la destruction de l'immeuble servi ou de l'immeuble servant, par la fin de l'objet pour lequel la servitude a été établie ou créée. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la séance prochaine.